quelle que soit la latitude à laquelle on est, pour n'importe quel jour de l'année, on va prendre l'amplitude de temps qui s'écoule ou l'arc que fait le soleil au-dessus de l'horizon entre son lever vers l'est et son coucher vers l'ouest. Cette amplitude de temps ou cet arc, on le divise en 12 et on a 12 heures qui valent un certain temps. Alors, au moment des équinoxes, chaque heure vaudra 60 minutes de temps. C'est tout. Mais c'est tout. Au moment du solstice d'été, ici à nos latitudes par exemple, il s'écoule 16 heures entre, enfin quand je dis à nos latitudes, à Paris, à la latitude de Paris, il s'écoule 16 heures entre le lever et le coucher du soleil. C'est-à-dire que mon heure de jour vaut 1h20. J'ai 12 heures qui font chacune 1h20. Mais ma journée, elle peut faire que 24 heures. Donc j'ai 12 heures de nuit, mais elles vont faire le complément. C'est-à-dire qu'elles vont faire 8 heures divisé par 12, 40 minutes. D'accord? Donc ça, c'est ce fameux tracé des heures inégales qui permet de lire sur l'instrument la valeur de l'heure du jour ou d'une nuit pour une date donnée. D'accord? Ensuite, regardez, il y a une petite chose intéressante que décrit Jean Philopon, c'est que sur le tympan, on voit, il est écrit jour solsticial, 14h05. En fait, sur les astrolabes, et pendant assez longtemps, on a fait figurer la valeur de la durée du jour le plus long de l'année. C'était comme ça. D'accord? On aurait pu mettre nuit solsticiale et puis faire le complément à 9h et quelques, là, 9h55 pour le coup. Bon, non, on mettait le jour le plus long. Alors, notre tympan vient s'insérer dans l'instrument. Alors, l'instrument, en fait, c'est un disque creux hein, sur lequel figure une graduation, ce qu'on appelle le limbe, d'accord, une couronne, divisée en 360 degrés. Ensuite, on a ici un trône. Alors, c'est vrai que dans l'ouvrage de Jean Philopon, il ne fait pas grand cas du trône. On verra que dans les astrolabes, au fur et à mesure des siècles qui s'écoulent, et au fur et à mesure de l'arrivée de l'instrument dans différents pays, Orient, Moyen-Orient, etc., on verra que le trône prend une importance décorative de plus en plus grande. Il y a des choses absolument magnifiques. Enfin, chez Philopon, pour l'instant, l'essentiel, c'est qu'il y en ait quelque chose pour tenir l'instrument, apparemment. Alors ensuite, sur la face avant, alors là, je vais vous montrer effectivement cet instrument-là, parce que pour simplifier et ne pas surcharger le dessin, je n'ai pas fait tout figurer sur l'araignée, c'est-à-dire que le côté décoratif, je l'ai occulté pour mettre que le côté pratique de cette partie-là de l'instrument. Donc, une araignée, en général, c'est très découpé. C'est très esthétique, c'est très symétrique, c'est très joli. Bon, moi, je vous ai fait quelque chose de tout simple. Ici, sur l'araignée, figure l'écliptique, qui est donc le parcours du Soleil tout au long de l'année, vu depuis la Terre, passant devant les différentes constellations. Hein, vous verrez qu'ici, on a le Bélier, le Taureau, le Cancer, etc., les Gémeaux, le Cancer, etc. D'accord? Ce qui correspond ici sur notre araignée à ce cercle-là. Ensuite, on a des étoiles. Alors, les étoiles, je me suis amusée. Vous me direz, si on ne connaît pas les coordonnées équatoriales des étoiles, c'est vrai qu'en plus, à l'œil comme ça, si je ne vous fais pas une comparaison, vous n'y verrez rien, mais c'est la position des étoiles telle qu'elles étaient à l'époque de Jean Philopon. D'accord? Donc, toutes ces petites choses-là sont des étoiles, bien entendu. Alors, vous me direz, bah oui, ça tient comment? Bah, ça tient tout simplement que quand on fait un astrolabe et qu'on fabrique une araignée, on va s'arranger à faire un joli dessin symétrique pour faire passer le métal là où on a besoin qu'il passe. Et il faut voir une chose, c'est que toutes les petites pointes de ces choses-là sont les étoiles que vous voyez ici. Ouais. Donc, je n'ai pas voulu surcharger, je vous ai fait... J'ai simplifié au maximum. Alors, une petite chose intéressante, c'est que dans le traité de Jean Philopon, il expose, donc il décrit l'araignée, et l'écliptique, la valeur de l'écliptique utilisée à cette époque-là était 24 degrés. Et toutes les étoiles qui sont ici donc, sont projetées dans le plan de l'équateur par leurs coordonnées équatoriales, ascension, droite et déclinaison. Mais également, si vous les comptez, il y en a 17. Et pendant très longtemps, ces 17 étoiles, on va les retrouver, d'ailleurs on va voir des instruments en vrai, les plus anciens qu'on a retrouvés dans les musées, on verra exactement ces 17 étoiles. D'accord? Alors, pourquoi 17 étoiles? Ben, tout simplement parce que
Au départ, les instruments étaient de petite taille. Regardez le petit qui est là. C'était la taille standard de ce qu'on trouvait beaucoup. À partir de l'époque, on en a retrouvé. Bien sûr, pas à l'époque de Jean Philopon, puisqu'on n'en a pas. Mais 10-12 cm, c'était le maximum. Donc déjà, pour mettre plus de 10, déjà 17 étoiles, c'est pas mal sur une taille comme ça, d'accord? Et puis ensuite, les étoiles, c'est comme pour le Soleil, on faisait des prises de mesure de hauteur des étoiles au-dessus de l'horizon. Il nous fallait les étoiles les plus brillantes. Vous imaginez bien que si on prend une étoile de magnitude 3 ou 4 pour viser ça parce que là, pour le coup, on vise avec l'œil, ça va être très difficile. Donc on prenait les étoiles les plus brillantes, visibles du pôle Nord céleste au tropique du Capricorne. Alors notre araignée, eh bien, elle va venir se superposer sur la face avant. Voilà, ce qui nous donne exactement ce que je vous montrais tout à l'heure. Alors, petite différence, c'est que moi, quand je vous montre, je vous le montre avec ça, avec la règle qui va avec. Or, chez Philopon, et pendant longtemps encore après, il n'y avait pas de règle. Ah, c'était un petit peu plus, comme on dit, un petit peu plus sioux pour s'en servir, parce que quand on voulait faire des lectures de mesure d'angle, il fallait repérer ce que pointait le petit index ici, et avec le déplacement de l'araignée, on comptait le nombre de degrés parcourus par le petit index. Alors que maintenant, un peu plus tardivement, on va trouver des astrolabes avec une règle qui permet de pointer directement l'endroit pour lequel on veut faire une lecture. D'accord ? Donc voilà, grosso modo, enfin c'est pas grosso modo, c'est tel que Jean Philopon décrit son instrument dans son traité. Alors là, on va s'arrêter là pour les Grecs, parce qu'en fait, ils vont passer la main à d'autres. Ils vont passer la main aux Arabes. Alors, au 7e siècle, les Arabes nomades, déjà très bons observateurs du ciel, quittent la péninsule arabique et puis vont s'installer un petit peu partout, jusqu'en Espagne. D'accord ? Alors, ils s'installent en Espagne au 8e siècle. Ils vont développer, entre autres, un important foyer culturel à Cordoue. Parallèlement, au 8e siècle, le calife de Bagdad, Al-Mamoun, est une référence pour les astronomes, les sciences arabes en particulier. Ils font des maisons de la sagesse, des sortes d'universités, où en fait, il va réunir dans ces universités les scientifiques les plus pointus. Les plus pointus de l'époque, il va vraiment favoriser le développement des sciences arabes. Alors, du coup, dans ces maisons de la sagesse vont être écrits, et on va être traduits les textes arabes, les textes grecs que les Arabes ont trouvés entre autres à Alexandrie quand ils sont passés par l'Égypte, d'accord ? Et puis, ils vont commencer aussi, les Arabes, à composer des traités, continuer dans la lignée des Grecs, et puis poursuivre l'étude et l'élaboration de l'astrolabe. Alors vous voyez déjà, si je retourne un petit peu en arrière, depuis Hipparque jusque-là, il s'est écoulé 1000 ans. Il va encore s'en écouler 1000 pendant lesquels on va parler de l'astrolabe. Alors, je vous ai fait une petite chronologie parce que là, ça devient un petit peu complexe pour suivre les choses. Tant que ça restait avec les Grecs, etc., on arrive à bien cerner les choses, mais il arrive un moment où pour essayer d'y retrouver un petit peu ces petits, il faut avoir un jalon. On peut faire circuler jusque là. Jusque là aussi, si vous voulez. On peut passer derrière. Ici. Ils sont en PVC, ça ne craint rien. Ne vous inquiétez pas. Donc, alors notre chronologie. Donc, on commence en 300 avant Jésus-Christ. J'aurais voulu mettre le moins, mais enfin peu importe. On commence en 300 avant Jésus-Christ, d'accord ? Donc, c'est la période grecque, du 3e au 6e siècle. Et au moins 3e, pardon, au 6e siècle après Jésus-Christ. Donc on retrouve, je vous ai fait un petit résumé, Apollonius de Perge, Hipparque, Théon d'Alexandrie, Jean Philopon. Aucun instrument de cette période. Ensuite,
on arrive avec les Arabes qui s'installent en Afrique du Nord et jusqu'en Espagne. On arrive donc du 7e siècle au 13e siècle à la période hispano-mauresque. Et là, on a des instruments, les instruments connus, d'accord, de cette époque-là, commencent au début du 11e siècle. Ensuite, ça se chevauche, c'est pour ça que je voulais faire une échelle chronologique, ça se chevauche à partir de la moitié du 9e siècle jusqu'au 19e siècle. On a, alors, d'abord, utilisation et étude de l'astrolabe en Orient, en Mésopotamie, je vois rien parce que je suis de travers, en Irak, en Syrie, en Égypte, au Yémen, en Iran, en ancienne Perse. C'est donc du milieu du 9e siècle jusqu'au 16e siècle. Et donc là, on a des instruments dès la fin du 9e siècle. On va en voir un, justement. Ensuite, l'instrument arrive